Il y a des joueurs à mon poste qui venaient de série B et tout, on me fait pas confiance. On change de coach, le nouveau coach arrive, il me voit m'entraîner. Moi, je vais le voir, je lui dis coach, je veux partir, je veux pas rester, je veux rentrer en France et tout. Il me dit tu bouges pas, mais je t'ai vu t'entraîner, tu vas jouer. Avec moi, si tu joues comme tu t'entraînes, tu iras en Serie A. Brian Bayaye, tu es un joueur de foot pro dont le parcours t'a mené de la région parisienne jusqu'aux pelouses prestigieuses de la Serie A. Formé à 3, tu as soulevé la Coupe Tambardella U19 en 2018 avant de tenter ta chance en Italie. Tu as enchaîné des matchs à Carpi et Catanzaro. En juillet 2022, tu as signé au Torino FC où tu as notamment délivré une passe décisive face à l'AC Milan en 8e de finale de Coupe d'Italie. Je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs de foot qui pourraient résister à ça pendant 6 mois. On t'adresse pas la parole. Je vois même pas mes coéquipiers. Eux, ils s'entraînent à 10h, moi je m'entraîne à 15h. Je viens, je m'entraîne tout seul, je repars. Donc tu perds ton rythme. Tu perds tout, tu perds le rythme, t'as pas les appuis que tu peux avoir quand tu fais une opposition ou une conservation de balle ou quoi, tu vois. Mais après, comme je t'ai dit, Dieu merci, mentalement, je suis bien. J'ai pas lâché, je me suis dit, bon, c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est que ça doit arriver, y a pas de problème, tu vois. 4-5 matchs sur le banc, on te fait jouer d'un coup, après tu repars sur le banc, on te refait jouer, tu peux presque rien montrer, c'est compliqué comme ça, tu vois. Tu peux pas prendre ton rythme. Je peux pas, c'est impossible. T'as beau t'entraîner comme tu veux, il y a rien qui remplace les matchs. Est-ce que pendant cette deuxième partie de saison, des fois t'as des réflexions de te dire j'aurais dû forcer le coup pendant le mercato et aller au Havre? C'est sûr. C'est ce que j'aurais dû faire. Brian Bayaye, tu es un joueur de foot pro dont le parcours t'a mené de la région parisienne jusqu'aux pelouses prestigieuses de la Serie A. Formé à 3, tu as soulevé la Coupe Tambardella U19 en 2018 avant de tenter ta chance en Italie. Tu as enchaîné des matchs à Carpi et Catanzaro, prouvant ta capacité à évoluer dans un calcio exigeant. En juillet 2022, tu as signé au Torino FC où tu as notamment délivré une passe décisive face à l'AC Milan en 8e de finale de Coupe d'Italie. Brian, merci beaucoup d'être sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. Merci à toi. On a finalement été capable de se prendre sur Paris. C'était compliqué, on devait s'organiser, mais ça s'est fait, on est là. On est là pour parler de foot aujourd'hui. Let's go. Et là, dis-moi, on parlait juste avant le podcast, tu as eu une petite blessure récemment. Comment les choses vont de ton côté? Ça va un peu mieux. J'ai eu une petite lésion à l'ischio, mais là, ça va, je récupère. Je suis venu à Paris justement pour faire des soins. Et là, ça va, tu vois. Petit à petit, je vais reprendre. Et là, on est quoi? On est le 13 mai, je pense, 2025 aujourd'hui. Tu retournes en Serbie dans les prochains jours pour terminer la saison parce que là, t'es en prêt, là, présentement, en Serbie. Ça. Je suis en prêt en Serbie, là. Là, je rentre demain pour reprendre un peu la course, le vélo et tout. La semaine prochaine, là, on a match. Il nous reste 2 matchs. Après, la saison est finie. Ouais. Place aux vacances. Place aux vacances. Ouais, ça fait on en a besoin. Place aux réflexions également, parce que vous avez des réflexions qui vont arriver de ton côté. On va en discuter ensemble aujourd'hui. Mais bon, si on regarde un peu ton parcours, on te connaît comme piston droit ou arrière droit, dépendant du système de jeu que le coach va décider de mettre en place. Si je te ramène au début, quand tu commences le foot, tout ça, est-ce que tu as toujours été à droite ou comme tout le monde, tu marquais des buts au numéro 9? Comme tout le monde, je marquais moins de buts, mais j'étais attaquant. C'est attaquant, moi j'ai commencé le foot en région parisienne, à Roissy-en-Brie, là où j'ai grandi, j'ai tout fait. Ta famille est encore là aujourd'hui, tu disais? Ma famille est encore sur Paris. Et moi, j'ai commencé foot là-bas à Roissy-en-Brie. Et voilà, hein, j'ai pas commencé assez tôt, comme tu sais maintenant les jeunes ils commencent à 9 ans, 10 ans, et même 8 ans. Je connais des jeunes qui jouent à 8 ans. Moi, j'ai commencé vers 12 ans et demi, tu vois, presque 13 ans. Et voilà. Et les choses se sont enchaînées. Ouais, c'est enchaîné. J'ai commencé par le basket, faut savoir, parce que mes 2 grands frères faisaient du basket. Donc, ils voulaient me mettre au basket, j'ai testé, mais c'est pas pour moi. Faut oublier ça. Donc, je suis vite passé sur le foot. Et voilà, mon père personnel me faisait aussi du foot. Donc, c'était bien. Mais comme quoi, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on doit commencer le foot très, très tôt pour ultimement avoir une carrière. Tu vois, là, toi, t'es un bon exemple. T'as commencé un petit peu plus tard. Il y a quelqu'un qui est venu sur le podcast récemment, génération différente, Gabi Boudingayi. Il a joué pour l'Inter, il a joué pour Lazio, grosse carrière dans le championnat italien. Il a commencé le foot à 14 ans. Okay. Et là, il me dit ça. Et 10 ans plus tard, il jouait des derbies, Lazio-Rome. Des fois, tu te rends compte à quel point que si c'est sensiblement inné, tu as un bon talent et tu as une bonne éthique de travail, peu importe l'âge, les choses peuvent aller assez vite. En fait, c'est le destin. Si tu es destiné à être footballeur professionnel, tu vas l'être. Après, tu vas faire une carrière bonne ou moins bonne, mais tu vas être footballeur professionnel. Moi, de mon point de vue, ça sert à rien de faire commencer un enfant le foot à 6 ans, 7 ans ou 8 ans pour espérer qu'il soit professionnel. Non, ça n'a aucun sens.
Si le jeune veut jouer au foot, il jouera au foot. S'il doit être professionnel, il sera professionnel. C'est comme ça. Et toi, t'as quoi? 24, 25 ans aujourd'hui? 24, là, je vais avoir 25 ans dans un mois, là. Et c'est à quel moment que tu sentais que ton destin allait être footballeur professionnel? Moi, dès que j'ai commencé à jouer au foot, j'ai toujours voulu être pro. Parce que j'avais des exemples en face de moi. Moi, je viens du même quartier que Paul Pogba. Oh. Donc, je l'ai vu, on va dire, évoluer, tu vois. Je l'ai vu quand nous on le voyait, il était à Manchester et tout, on voulait tous être comme lui, tu vois. Donc, c'était un peu des exemples qu'on voulait suivre. Donc, j'ai tout de suite voulu être professionnel. Mais, fallait bosser. J'étais pas le plus fort. Je faisais partie des plus forts, mais j'étais pas le plus fort et il fallait bosser, tu vois. Est-ce que Paul Pogba, il revenait au quartier des fois un peu? Ouais, avant, il revenait. Je me rappelle un jour, il était revenu avec sa voiture et tout. On était tout petit. On s'est dit, ah ouais, c'est ça. Nous aussi, on veut une grosse voiture. On veut être pro comme lui et tout, tu vois. Donc, tout de suite, j'ai voulu être professionnel, tu vois. Ouais. C'est un exemple. C'est un exemple qui vous a donné assez tôt. Et bon, si on regarde, tu commences vers 12-13 ans. J'imagine, foot amateur. Et là, tranquillement, c'est à 3. Ouais. C'est à 3 que tu fais tes classes, que tu fais ta formation. Beaucoup de gens qui viennent sur le podcast, c'est quand même paradoxal qu'on pense que des fois, le parcours est très, très tracé pour un joueur foot pro. Il y a énormément de joueurs qui ont joué en circuit amateur avant de signer ultimement comme professionnel. Est-ce que c'est à ton premier essai que tu es accepté à 3? Est-ce que tu as testé de rentrer dans d'autres centres de formation? Comment c'est fait ton intégration là-bas? Ouais, moi, j'ai fait plusieurs tests, hein. J'ai fait plusieurs clubs. D'abord, moi, j'étais à Roissy, puis j'y vais dans le meilleur club, on va dire, francilien de la zone, c'est Torcy. Le meilleur club amateur. Donc, je vais à Torcy où je joue un peu, on va dire, au plus haut niveau à mon âge, en 17 ans nationaux et tout. Et, je fais plusieurs tests et je me rappelle à Lorient, je vais à Bastia, et puis je vais à Troyes, tu vois. Et, ça se passe bien. Je fais quoi? Je fais trois jours là-bas d'essai. Au bout du 3e jour, ils nous disent, parce que j'étais parti avec quelqu'un qui joue avec moi aussi à Torcy, de T2. Au bout du 3e jour, ils nous disent, ouais, non, restez, on va faire venir vos parents, on aime bien le profil et tout, et on vous proposait quelque chose, tu vois. Donc, au lieu de faire 3 jours, j'ai fait toute la semaine. Et à la fin de la semaine, j'ai signé à 3. T'avais quel âge? J'avais, je crois, 17 ans. Ah, quand même. Un petit peu plus sur le tas. 17 ans, ouais. Je finissais mon année de 17 ans nationaux, au mois de mai, donc j'avais pas encore 17 ans. Comment on se sent quand on rentre dans un centre de formation comme 3, qui est quand même un bon centre globalement dans le foot français? Est-ce que c'est la première fois peut-être que tu vois des joueurs plus forts, de ton calibre autour de toi? Bref, et quelle est ta première interprétation du niveau qui est autour de toi? En vrai, dès qu'on arrive en centre de formation, c'est ce qui nous impressionne, je pense, c'est le niveau d'exigence. C'est vraiment entraînement matin, après-midi, l'école, tout est carré, tu vas à la cantine, tu manges, tu dois te réveiller à telle heure, le surveillant, il passe à telle heure. Faut être vraiment, tu vois. C'est dur? C'est une rigueur, c'est pas facile, hein. C'est pas facile quand t'as l'habitude d'être chez papa, maman, on te fait tout, on te fait manger et tout. Là, tu vas au centre de formation, tu dois faire ton lit, tu dois faire ça, tu dois te réveiller à telle heure, tu dois aller à l'école, tu dois être bon sur le terrain. C'est important d'être bon sur le terrain. Et voilà, hein. Et t'es tout seul, t'es plus avec la famille, les amis, t'es tout seul, tu vois. Le plus gros défi que tu as vécu en centre de formation? Le plus gros défi, en vrai, ça a été quand je suis arrivé, d'essayer de m'imposer, hein. Essayer de m'imposer parce que moi, je suis arrivé assez tard en centre de formation. Il y en a qui vont à 13 ans, 14 ans. Moi, je suis allé à 17 ans. Donc, c'est assez tard, tu vois. Mais il y avait déjà un groupe qui était là et j'ai su venir et m'imposer et jouer, tu vois. Parce que la première année, j'ai joué pratiquement tous les matchs en 19 ans nationaux. Et tu 17 et tu joues directement en 19 nationaux. Ouais, j'étais en 17 et je passais en 19. Donc, j'étais en première année. Donc, j'ai joué en 19 ans nationaux presque toute l'année, hein. Et est-ce que c'est cette année-là que vous gagnez la coupe, pardonne-moi, Gambardella? Parce que toi, t'arrives à 17 et peut-être sur ton année 18 ans, donc c'est en 2018 que cette coupe-là a lieu. Et c'est là que vous gagnez en U19. C'est ça. Donc, première année, tu vous gagnez. Première année, j'arrive à 3, je joue en 19 ans nationaux, ça se passe bien. Et on gagne la Gambardella. C'est ouf. C'est gros, là. Explique un petit peu pour notre audience la coupe Gambardella pour que les gens soient capables de situer l'ampleur de tout ça. La coupe, en fait, c'est comme la Coupe de France, tu vois, la Coupe de France chez les seniors, c'est la même, sauf chez les jeunes, tu vois. Donc, la finale, tu la joues au Stade de France, comme les seniors. Il y a tous les centres de formation, il y a les meilleurs joueurs, tu vois. Donc, c'est quelque chose tu vois, c'est le premier grand trophée que j'ai gagné, tu vois.
Stade de France, combien de personnes au match de Stade finale? de France, c'était avant la finale des seniors. Donc, il me semble que le stade, il était déjà rempli. Hein. Ah! Parce que nous, on joue, je crois, 1 ou 2 heures à fond. T'as des souvenirs du match? Donc, ouais, franchement, c'était top. Un des plus beaux moments jeunes. Ouais. Gambardella, c'était une expérience de fou. Et en plus, je suis toujours en contact avec les joueurs avec qui j'ai joué, tu vois. Donc, quand on a eu cette expérience, je peux pas oublier. Toujours en contact, on se parle tout le temps. Puis, humainement, ça crée des liens, tu vois. Donc, on fait une petite pause sur l'épisode en cours pour vous dire une chose, pour vous dire merci. Merci d'être autant présent semaine après semaine sur le podcast Histoire de foot. Mon nom est Antoine Gagné, animateur et producteur du podcast. Et je vous le dis, ça me fait chaud au cœur de voir qu'à chaque semaine, vous êtes présent pour écouter les différentes histoires de foot qu'on a avec nos invités. Maintenant, si vous écoutez le podcast depuis quelque temps maintenant, vous le voyez, on n'a pas de sponsor, on n'a pas de gens qui vont venir financer le podcast. Tout est fait avec notre propre argent de A à Z. Et la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour nous aider, pour nous encourager, c'est simplement de vous abonner. De vous abonner sur YouTube, de vous abonner sur Spotify ou encore sur Apple Podcasts. Plus l'auditoire grandit, plus qu'on va être capable d'avoir des invités de classe mondiale et de continuer à vous livrer des histoires de foot qui vont pouvoir marquer votre esprit. Donc, je vous remercie encore. De retour à l'épisode en cours. Il doit tellement avoir de clubs également qui regardent le match avec des visiteurs, des entraîneurs. Le monde entier qui regarde. Parce que c'est la France, c'est niveau formation, c'est l'un des meilleurs pays. Là, c'est le monde entier qui regarde. Notre attaquant qui, aujourd'hui, c'est un top joueur, Brad Mbeumo, il joue en première ligue. Mbeumo. Ouais. Mbeumo joue en première ligue. Lui, il a marqué, lors de la finale. Tout le monde le voulait, tu vois. Sa carrière était lancée. Et c'est fini. C'est vraiment une grosse compétition chez les jeunes. Et toi, de ton côté, après cette finale, quand vous la gagnez, ça fait seulement 1 an que tu es à 3, les choses vont vite. Est-ce que tu as déjà des coups de fil de d'autres types de clubs? Parce qu'on va en parler dans quelques minutes. Finalement, tu t'es expatrié. Mais est-ce qu'il y a déjà des discussions qui se mettent en place quelques jours, quelques semaines après la finale avec d'autres clubs, ou dans ta tête, c'est clair que tu restes à 3 l'année d'après? Moi, dans ma tête, c'était clair que je voulais rester à 3. Hein. Je voulais rester à 3 pour pouvoir passer professionnel et aller petit à petit jouer en Ligue 2, Ligue 1 et voilà. Donc, non, je suis resté à 3. Ça, c'est moins bien passé, mais je suis resté à 3, tu vois. Donc, après cette année quasiment inespérée pour une première année, soyons honnêtes, de gagner cette Coupe Gambardella, la deuxième année, un peu plus complexe, tu te fais une blessure. Tu es écarté du terrain pendant près de 6 mois. Il faut également situer les gens qui nous écoutent. Tranquillement, il y aura des contenus vidéo qui vont sortir, qu'on va être capable de voir un petit peu plus le type de joueur que tu es, mais tu es un joueur très rapide sur le côté droit. Tu peux jouer autant derrière à droite que piston si le coach décide de mettre un système à 3 derrière. Donc, tu as quand même un poste où est-ce que ton corps va travailler beaucoup sur des accélérations constantes. Donc, habituellement, ces types de joueurs peuvent avoir plus facilement des blessures parce que beaucoup d'accélération, d'arrêt, on repart. Est-ce que c'est ça qui se déroule la deuxième année un peu? Parce que je pense que c'est au genou que... Ouais, c'est au genou. En fait, les 6 premiers mois, je reprends avec la Nationale 3. Maintenant, c'est Nationale 3. Avant, c'était CFA 2. Je reprends avec eux, ça se passe bien et tout. 5e division? C'est ça. C'est l'équipe réserve de 3. Et après, je me fais, je sais pas, à l'entraînement, je fais un centre et je sens mon genou qui craque, tu vois. Et après, je vais faire les examens et tout. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai voulu forcer. Donc, je prenais des piqûres pour continuer à jouer parce que je voulais jouer. Et au final, j'avais une lésion au ligament externe. Donc, 6 mois. 6 mois, heureusement, il n'y a pas eu la rupture, c'était juste une lésion. Donc, c'est le foot, ça fait partie du football. Hein. Oh, le genou, c'est fragile. Faut faire attention à son corps. Hein. Est-ce que, tu vois, j'avais Valentin Rosier récemment qui est venu sur le podcast, joueur très similaire à toi d'ailleurs, qui joue derrière à droite, qui me disait que dans ses premières années à Dijon, sans nécessairement sentir qu'il y avait une pression du staff pour revenir après une blessure, mais on lui faisait sentir que il fallait qu'il revienne. C'est un joueur important de l'équipe. J'amène ça à ta situation maintenant. Tu as 17 ans, tu as maintenant 18 ans, ta deuxième année. Donc, tu es dans des années charnières. La signature professionnelle va se faire
hypothétiquement dans les prochains mois, maximum la prochaine année. Donc, est-ce que toi, tu sens que tu n'as pas le choix de revenir? Est-ce qu'on te met peut-être également de manière subtile une pression de dire c'est cette année que ça se passe, il faut que tu sois sur le terrain? Comment ça se situe à ce moment-là? La pression, on te la met pas parce que tu es en centre de formation, tu restes un jeune, donc on te met pas la pression, mais tu l'as de toi-même. Tu sais que on connaît le foot, tu vois. Donc tu sais que là tu es blessé, que tu es en fin de contrat et que tu vas avoir 18 ans, 19 ans et c'est là que tu dois passer professionnel. Si tu passes pas professionnel, soit tu rentres tu fais autre chose, soit tu cherches à être pro mais ailleurs, tu vois. Donc la pression, je l'avais tout seul. Après moi je suis pas quelqu'un qui a peur de la pression ou quoi. Dieu merci, tu vois, mentalement je suis bien, tu vois. J'ai pas de problème à ça. Donc et j'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance en mes qualités. Donc je sais que là j'étais blessé, je pensais à bien me soigner et après j'allais voir ce que j'allais faire, tu vois. Mm-hmm. T'avais signé 2 ans centre de formation. C'est ça, ouais. Donc t'étais littéralement à la fin de ton contrat, quelques mois. Et pendant ta réhabilitation, comment se mettre en place les discussions avec le club? Est-ce que tu sens qu'il peut y avoir un débouché? Est-ce qu'on te le dit clairement que après cette année, Ryan, c'est terminé? Comment ça se déroule les discussions? En centre, on fait deux rendez-vous, tu vois. On fait le premier rendez-vous en début d'année pour te dire tu vas jouer dans telle équipe, tu vas reprendre dans telle équipe. L'objectif, c'est ça, ça, ça. Et après, il y a aussi un deuxième entretien en fin d'année où on te dit clairement ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Soit tu signes pro, soit tu signes tel contrat, soit désolé, mais tu prends la porte, tu vois. Donc moi, je fais mon entretien. T'es un bon joueur, on aime bien et tout, mais t'as été blessé longtemps, on sait pas comment tu vas revenir. Donc ça passe pas, tu vois. Comment tu le vis? Comme je t'ai dit, moi j'ai confiance en ce que je fais. Forcément, t'es déçu. Tu veux signer pro en France et tout dans ton pays, tu veux signer pro. J'étais déçu, mais je savais que j'allais repartir, tu vois. Je suis juste déçu, tu vois. T'as une équipe d'agents un petit peu à ce moment autour de toi qui t'aide, qui t'encadre un peu dans le volet extra-sportif, à l'extérieur même du terrain ou au volet un petit peu plus administratif? Ouais, à cette époque-là, j'avais déjà un agent. Les agents, maintenant, ça arrive tôt. J'ai aussi mes frères, ma famille, ma sœur, mon père aussi qui était là, qui m'aidait, ma mère, tout le monde, tu vois, autour de moi. J'ai la chance d'avoir un bon entourage, tu vois. Donc, franchement, ça s'est bien passé, hein. Et quelles sont les options que tu as sur la table? Donc, après ce moment qui se termine à 3, après la 2e année, est-ce que c'est clair pour toi que ça va se jouer ailleurs? Est-ce que peut-être tu as même des appels en France avec d'autres clubs? Quelles sont les options que toi et ton équipe vous avez devant toi? En fait, là, dès que je sors du centre de formation, j'ai plusieurs options. Soit je reste en France, mais dans un niveau senior amateur, on va dire National 2, National 3. Soit je vais à l'étranger pour essayer de prendre un club pro et un contrat pro, tu vois. Moi, je voulais être professionnel. Sur ça, il n'y avait pas de discussion, je voulais être professionnel. Donc, j'avais 2 options. J'avais une option au Portugal. Avec qui? Je me rappelle plus du club. C'était en D2, mais je me rappelle plus du club. Ça fait tellement longtemps. Je me rappelle plus du club en D2 et en D3 en Italie avec Catanzaro, tu vois. Donc, j'en parlais à mon frère et tout et tout. Non, je crois au Portugal, c'était même en 3e division aussi. OK. Donc, les deux, dans les deux de pays. Les 3e division, ouais. Sauf que le Portugal, c'était pas pro et l'Italie, c'était pro. Donc, et le Portugal, le club me voulait directement et l'Italie, je devais faire un essai. Tu vois. J'en parlais à mon grand frère. Il était sur Paris et tout, je lui en parle et je lui dis, regarde, il y a le Portugal qui me veut direct et l'Italie, c'est pro, qu'est-ce qu'on fait et tout. Mon frère, il me dit direct, non. J'ai confiance en ce que tu fais. Tu vas en Italie, c'est pro, c'est un meilleur championnat. Tu vois là, tu fais ton essai, tu déchires tout et tu signes. On m'a dit ça comme ça. Et moi, je voulais aller au Portugal parce que je savais que c'était du direct, tu vois. Le club voulait me proposer un contrat. Et quand j'ai parlé avec mon frère, j'ai dit, ah ouais, mais en fait, il a raison. D'habitude, j'ai toujours confiance en moi et je sais ce que je vaux. Et là, j'ai douté sur un petit moment. Je me suis dit, non, faut que j'aille vers la facilité, prendre un contrat, même si c'est pas pro, tu vois. Mais c'est pas ce qu'on voulait. Au final, je suis allé en Italie, tu vois. Quel rôle ton grand frère a? Parce que là, on voit ici que c'est quasiment un peu un mentor. Tu lui poses une question, tu as besoin d'avoir sa vision externe. Qu'est-ce qu'il fait, là, globalement,
Est-ce qu'il est dans ton entourage littéralement professionnel? Est-ce que c'est davantage un membre de la famille que tu as énormément confiance, avec qui tu vas te référer? Quel est son rôle un petit peu dans ton parcours? Ouais, j'ai 2 grands frères, donc les 2 et même ma petite sœur, on se parle tout le temps, on est tout le temps. C'est la famille, tu vois. Ils m'aident quand t'as quelque chose, tu poses une question, tu demandes, on te donne un conseil et après tu fais le choix, tu vois. Donc chacun travaille, chacun fait son truc, tu vois, mais on se donne des conseils, tu vois. Et là en Italie. Parle-nous un peu de l'essai. L'essai, franchement, j'arrive en Italie, je comprends rien de l'italien. Je laisse tomber, c'est compliqué, tu vois. Et là-bas, ils sont à cheval sur la tactique. Franchement, j'arrive, le coach, il me crie dessus, je comprends rien. Tactiquement, je suis perdu, tu vois. Mais après, lorsqu'on fait les petits matchs, je donne tout et, tu vois, au bout de, je crois pareil, 4-5 jours, ils me disent, ça y est, on te fait un contrat de 5 ans. 5 ans direct? 5 ans, ouais. 5 ans. J'avais 18 ans ou 19 ans et 5 ans direct. Est-ce que c'est 5 ans direct ou à chaque année, le club a une option de savoir s'ils peuvent retourner au contrat l'année d'après? Parce que des fois, les clubs vont faire... Ouais, non, moi, c'était 5 ans fixe. 5 ans fixe. Ouais. 5 ans fixe. Et là, ça lance ton aventure professionnelle. Là, je lance mon aventure professionnelle. Compliqué au début parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, c'était un club de 3e division. Donc, ils nous ont dit, ouais, on te fait un contrat de 5 ans, mais on peut pas prendre les indemnités de formation. Donc, il faut que tu contactes tes anciens clubs pour qu'ils nous fassent une lettre comme quoi ils renoncent aux indemnités de formation, tu vois. Explique pour notre audience ici les indemnités de formation, parce que là, ça se met en place entre Catanzaro et Troyes. Donc, explique un petit peu quelle est la dynamique qui se met entre les 2 clubs ici concernant ces fameuses indemnités. En fait, les indemnités, c'est ce que tes clubs précédents peuvent demander au club où tu signes professionnel en termes d'argent, tu vois. Et les sommes étaient élevées? Je sais plus comment ça se calcule, mais peut-être à l'époque 20 000 par année, un truc comme ça, hein, 20 000 euros par année, il me semble. Donc le club de 3e division là, Catanzaro en Italie, ils me disent qu'on peut pas payer ce genre d'indemnité, surtout si tous tes clubs nous les demandent. Donc il faut que tu prennes une lettre comme quoi ils renoncent aux indemnités, tu vois. Donc je contacte tous mes clubs et le seul club qui tu vois, qui a du mal à nous faire la lettre, c'est Troyes, tu vois. Donc je comprends pas, je fais 6 mois où je peux pas jouer, je peux pas signer, je peux pas jouer sans ça, tu vois. Donc je suis à l'hôtel pendant 6 mois. Est-ce que tu peux t'entraîner? Je m'entraîne avec le groupe, mais je joue pas. Eux, les week-ends, ils vont jouer, moi je reste à l'hôtel. Je fais rien, tu vois, je peux pas jouer. Mais Troyes te dit spécifiquement qu'ils ne vont pas te signer professionnel. Ils ont terminé le contrat. Quel est le bloquant ici? Est-ce que tu as eu des explications par la suite? Je suis comme toi, je comprends pas. Après, par la suite, ce qui s'est passé, encore une fois, j'ai de la chance d'avoir un bon entourage. C'est que mon frère, il m'a vu, cette fois-ci, c'est mon 2e frère, il m'a vu dans cette situation. Et je pense que ça lui a fait mal pour moi, tu vois. Il a pris sa voiture, il est parti à Troyes. Devant le bureau, il a dit, ouais, mon frère, il a besoin de ça, on vous appelle, vous répondez pas et tout. Ils ont fait la feuille. Direct. Direct. C'est ton frère qui a pris sa voiture, il est allé à Troyes, et en un avant-midi ou un après-midi, ça s'est réglé. Exact. Comme quoi, des fois, la bureaucratie peut littéralement gâcher la carrière d'un joueur. Mais pourtant, on les a appelés, hein. On les a appelés, mais rien. 6 mois que ça l'a pris. 6 mois. 6 mois que tu t'entraînes du lundi au vendredi avec le club, mais que le samedi, dimanche, tu restes à l'hôtel. Ouais. Comment tu as eu l'information de ton frère? Il t'a appelé? Ouais, il m'a appelé, il m'a dit, c'est bon, ça y est. Ah, j'étais content. Soulagé. Je me suis dit, c'est bon, enfin, je vais pouvoir au moins être sur le banc, tu vois, vivre un peu les sensations du match, tu vois. Puis je voyais, moi, j'allais voir les matchs quand ils jouaient à domicile. Le stade, il était toujours rempli. Même en 3e division, là-bas, en Italie, supporters, c'est ouf. Combien de personnes? 15 000, des fois 17 000. C'est ouf. Donc là, tu t'entraînes. Finalement, tu as la possibilité de jouer. Mais là, tu rentres dans un groupe qui, depuis 6 mois, est installé. Ils ont bâti leur équipe type. Ils ont bâti également leur, entre guillemets, remplaçant type. C'est ça.
je veux dire, t'as beau bien t'entraîner, mais à moins que tu sois la personne qui, à chaque entraînement, marque 10 buts, ça va peut-être être difficile de t'intégrer comme titulaire ici. Ouais, Comment tu étais capable de prendre ta place? C'est ça, t'as tout dit. C'était, pendant 6 mois, ils avaient déjà fait leur équipe. Et puis, c'est un club historique qui était en Série A pendant des années. Puis, ils ont fait la Série B. Et là, maintenant, Série C. Et là, ils voulaient remonter en Série B, tu vois. Donc, ils ont mis les moyens. Ils ont acheté des joueurs qui étaient en deuxième division, même des jeunes de première division et tout. Donc, l'effectif était déjà rodé, tu vois. Moi, j'arrive, je peux jouer, mais j'ai perdu 6 mois, tu vois. Donc, j'arrive, je fais des bancs, je m'entraîne bien. Et puis, voilà, je fais quoi? Je fais trois apparitions. Moyen, tu vois. Et quelles sont les discussions avec le club à ce moment-là? Est-ce que tout de même, malgré, encore une fois, je le mets entre guillemets, ces 6 mois perdus, ils sont capables d'aimer ce qu'ils voient et de concevoir un futur avec toi? Est-ce que ça a été un frein pour le club, une frustration pour le club? Quelles sont les discussions que tu entretiens avec les dirigeants? Non, ça n'a pas été un frein parce que eux, ils me voyaient à l'époque comme un jeune, tu vois, un jeune qui allait s'imposer chez eux, tu vois. Donc, ils m'ont fait un contrat de 5 ans, donc ils savaient que c'était pas maintenant que j'allais exploser chez eux, tu vois. Donc, c'était pas un frein. Moi, j'étais soulagé. Je me suis dit, la saison prochaine, je vais pouvoir jouer directement, tu vois, faire la préparation et pouvoir jouer directement. Donc, non, c'était pas un frein pour le club. Eux, là-bas, ils m'aimaient vraiment bien, tu vois. Ils aimaient vraiment ce qu'ils avaient vu. Il y avait une vision long terme. Ouais. Et finalement, il y a un prêt. Ouais. Il y a un prêt à Carpi. Série C également. C'est ça. Comme je disais, moi, Catanzaro, c'était un bon club de Série C qui voulait jouer à la montée. La saison d'avant, j'avais pas joué du tout. Ce qu'ils ont fait, ils ont recruté des joueurs à mon poste. Ils ont recruté des joueurs à mon poste et moi, je voulais absolument jouer. Je suis parti en prêt à Carpi. C'est bien passé la première partie de saison. J'ai joué et tout. J'ai joué pratiquement tous les matchs, tu vois. Après, le club a fait faillite. Ouais. Et il y a un nouveau président qui a racheté le club. Mais c'était un président un peu, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, il a ramené son fils pour qu'il joue dans l'effectif. Son fils, il joue à mon poste. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La deuxième partie de saison, je m'entraînais même plus avec le groupe. Je jouais plus les matchs parce que j'étais en prêt et parce que son fils, il joue à mon poste, tu vois. Et là, t'es en prêt à Carpi. T'as un très bon début de saison. Ça se complique en deuxième partie de saison. Est-ce que pendant cette année, en 2020-2021, à Carpi, qui est en plein dans les années, c'est un peu la deuxième partie de COVID ici, j'imagine. Donc, ça amène un certain niveau de complication également, même au niveau des transferts et des mouvements qu'il peut y avoir entre les clubs, là. C'est ça. On rentre dans le Covid. Je pense que c'était compliqué. Hein. C'était pas facile. C'était pas facile. Et toi, t'es dans un pays où est-ce que tu commences à parler un peu plus la langue ou pas du tout? À cette période-là, ouais, je parlais bien, moi. Je parlais bien. J'ai des facilités dans les langues. Ça veut dire, à cette période-là, je parlais déjà, au bout de 6 mois, je parlais bien. Donc, l'intégration se fait bien. Ouais, au bout de 6 mois, je parlais très bien italien. Donc, deuxième partie de saison complexe à Carpi. Catanzaro, à ce moment, va te récupérer en fin de saison parce que le prêt va tirer à sa fin. C'est ça. T'as un bon premier 6 mois, est-ce que tu prends confiance, mais le deuxième partie d'année, automatiquement, ça vient impacter ton statut, ta confiance et peut-être même, malheureusement, ta réputation avec Catanzaro. Comment se fait ce retour avec le club après ce prêt d'1 an à Carpi? C'est ça, t'as tout dit. Justement, le Catanzaro m'avait envoyé un prêt pour pouvoir jouer saison complète, tu vois. Et ils ont vu que j'ai joué 6 mois où j'ai joué tous les matchs, ouais, mais la deuxième partie, sinon, j'ai pas joué. Donc, pareil, ils se disent, il est parti là-bas, il a pas joué. Nous aussi, on a un club plus fort que Carpi qui vise la montée. Est-ce qu'il va pouvoir jouer chez nous, tu vois? Donc, fallait montrer encore plus, montrer que je pouvais jouer. Et les 6 premiers mois, j'ai pas joué. Au retour à 4-0, 6 premiers mois, je joue pas. Il y a des joueurs à mon poste qui venaient de série B et tout. On me fait pas confiance et tout. On change de coach. Le nouveau coach arrive. 2 entraînements, il me voit m'entraîner. Moi, je vais le voir. Je dis, coach, je veux partir. Je veux pas rester. Je joue pas là. Je veux pas rester. Je veux rentrer en France et tout. Il me dit, tu bouges pas. Je t'ai vu t'entraîner. Tu vas jouer. Avec moi, si tu joues comme tu t'entraînes, tu iras en Serie A. Il m'a dit ça comme ça. Il m'a dit, si tu joues comme tu t'entraînes, tu iras en Serie A. Quoi? Nouveau coach et tout. Je vais arriver et je suis resté. J'ai joué, hein. Il te fait jouer. Il me fait jouer.
Et là, c'est là que ça débloque. Et là, c'est parti. Là, vraiment, c'est parti. Et si on regarde un peu les faits saillants en ligne, c'est là vraiment que les débordements à droite, Ouais. les centres dans la surface de réparation, les passes décisives, Ouais. c'est là que ça débloque. C'est là où c'est à partir de janvier où le nouveau coach arrive jusqu'à juin, parce que là-bas, il y a les playoffs, donc on finit un peu plus tard. Là, j'ai tout déchiré. T'as pris confiance. Ouais. J'ai joué tous les matchs. Là, vraiment, j'ai bien joué, tu vois. J'ai fait quoi? 8 passes décisives, je crois. En 6 mois. Et ça allait vite. Ouais, ça allait vite. C'est quand même impressionnant, t'écoutant parler, de voir l'impact qu'un entraîneur, juste en donnant confiance à un joueur, peut avoir sur l'impact, peut avoir sur la carrière, littéralement, d'un footballeur pro. Le football, c'est mental, en vrai. Si on arrive à ce niveau-là, c'est que tout le monde sait à peu près jouer au foot. Après, c'est mental. C'est mental. Si tu arrives à gérer la confiance, si tu as la confiance du coach, tu fais des trucs que toi-même, tu pensais pas pouvoir faire, tu vois. En revanche, si t'as pas la confiance du coach, t'es un peu moins bien mentalement, t'es pas bon. T'es en contact encore avec ce coach? Ouais, toujours. Toujours. C'est ce coach-là qui m'a lancé, on va dire, chez les pros, c'est lui qui m'a lancé. Un genre de père spirituel. Ouais, il m'a lancé. Franchement, on se parle tout le temps. Et bon, t'as cette deuxième partie de saison qui est pleine. 8 passes décisives, comme tu le mentionnes. Tu joues les matchs. Ouais. Et ce 6 mois-là fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de projecteurs sur toi. Beaucoup de clubs. Ouais. Là, c'est plus des clubs de série C. C'est des clubs partout en Europe. Ouais. À quel moment ça commence? À quel moment ça commence les discussions, les appels à ton agent, peut-être même les discussions avec ta famille? Parce que là, peut-être tu peux nous dire un peu les clubs qui sont intéressés à la fin de l'année. Ouais, à la fin de l'année, de cette période-là, j'ai déjà en Italie, il y a tout le monde. Il y a le Napoli, Sassuolo, Torino, la Juventus. En Europe, il y a l'Atlético Madrid B qui voulait me prendre pour la deuxième équipe. Enfin, toute la série B. Franchement, il y avait énormément de clubs. Hein. T'avais le choix. Ouais, là, c'était, ouais. Et comment se déroule cet été? Avec qui ces réflexions, ces discussions-là se mettent en place? Et pour toi-même, est-ce clair que tu quittes à la fin de l'année? Parce que tu as un contrat de 5 ans, comme on l'a dit plus tôt. Tu es à ta 3e année. Il y a eu 1 année en prêt, 2 années avec le club. Tu pourrais très bien continuer encore 2 années à Catanzaro pour confirmer. Mais finalement, il y a d'autres choses qui se déroulent. Comment cet été se met en place et quelles sont les discussions, les pour et les contre qui, au final, t'amènent à quitter le club? Moi, c'était sûr que je voulais partir. Parce que tu fais une bonne saison, tu as des clubs comme ça qui te veulent. On sait pas ce que va passer la saison prochaine. Tu peux te blesser, tu peux faire une moins bonne saison. Lorsqu'il y a ces opportunités-là, faut partir, tu vois. Donc moi, c'était sûr que je voulais partir. Mon agent que j'avais à l'époque, c'est un agent italien. Pareil, il est d'accord avec moi, on doit partir. Donc les discussions commencent à fuser entre Catanzaro, les clubs qui me veulent, etc. Parce que forcément, il y aura un transfert, tu vois. Donc, faut se mettre d'accord sur les chiffres. Ce qui n'a pas été facile, tu vois. Comme je te disais, moi, j'étais en vacances. À ce moment-là, j'étais à Punta Cana. Et mon agent était au Canada. Parce qu'il faisait Lorenzo Insigne à Toronto. Ouais, c'est ça, à Toronto. Ouais. Donc, on était décalé genre de 8 heures ou 9 heures, tu vois. Donc, je me rappelle, je dormais avec mon téléphone en sonnerie. Parce qu'il me tenait au courant de tout ce qui se passait, tu vois. Et c'était pas facile de trouver un accord. Le plus difficile, c'était avec Catanzaro. C'est ça. Et non au niveau personnel avec toi pour le salaire. C'est ça. Parce que au départ, je me rappelle, il y a Sassuolo. Sassuolo, ils font une offre. Catanzaro, ils sont pas d'accord. Ils veulent plus d'argent. Napoli, ils font une offre. Catanzaro, ils sont pas d'accord. Ils veulent plus d'argent. Et mon agent, il m'appelle. Il me dit, j'en ai marre. J'arrive pas à trouver un accord avec Catanzaro. J'en ai marre. Il me dit, appelle le coach. Dis-lui qu'il puisse parler avec le président pour qu'il puisse te laisser, tu vois. Donc, j'appelle le coach. Je lui dis, coach, c'est une opportunité. J'aimerais partir et tout. Dites au président que vous avez pas besoin de moi pour l'année prochaine, que vous allez quand même monter, tu vois. Le coach, il me dit,
j'ai besoin de toi, mais je vais quand même dire au président que j'ai pas besoin de toi, tu vois. Donc, il appelle le président et il dit, il faut le laisser partir, il y a une opportunité et tout. On vous inquiétez pas, on va monter en série B et tout et tout. Donc, le président, il se calme un peu, tu vois. Et on trouve un accord avec le Torino et c'est parti. Hein. Mais pour quelle raison c'est Torino? C'était un choix sur le coach. Parce que le coach, il jouait à 5 derrière. Il pouvait jouer piston, tu vois. C'était plus ça. Après, il y avait, moi, au départ, je voulais aller à l'Atlético Madrid. C'était un grand club, tu vois. Je voulais aller là-bas. Mais il me voulait pour l'équipe B, la réserve, pour après peut-être monter avec les pros, tu vois. Et moi, je voulais jouer directement. Donc, au final, Torino. Ce qui n'est pas une mauvaise option. Non, Torino, c'est un bon club. Tu restes en Italie, tu t'intègres à la culture, la manière de jouer. Ouais. Tu connais globalement les équipes, le championnat. On est en 2022. Ouais. À ce moment-là, la COVID tranquillement est derrière nous. Tranquillement. Là, on fait un saut de 2 divisions. Donc, tu nous parlais un petit peu plus tôt que quand tu arrives au centre de formation de 3, wow, là, le calibre est élevé. C'est plus la même chose que quand je jouais amateur dans le quartier. Quand tu es arrivé à Cantazaro, j'imagine que tu as eu une réaction similaire. Là, quand tu arrives à Torino, là, on arrive dans la crème de la crème. Là. Il doit pas avoir beaucoup de déchets techniques. C'est ça. Le jeu doit aller vite. Tes premières réactions au premier entraînement. Et parle-nous un peu de ce camp d'été qui se met en place avant le début de la saison. J'arrive au Torino. Comme tu as dit, je fais un saut de 2 catégories. Franchement, la première semaine, c'était compliqué. Hein. Compliqué comment? Techniquement, physiquement, c'était compliqué. Il fallait que je m'adapte, tu vois. Donc, je me sentais un peu, tu vois, pas à ma place au début. Imposteur? Ouais, pas imposteur parce que je sais que j'ai des qualités, tu vois, mais pas à ma place. Je me suis dit, ah ouais, là, il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs. Donc, je me suis vite mis, tu vois, au diapason. J'ai commencé à bosser un peu plus et tout. Après, ça s'est bien passé, tu vois. On a fait une préparation en Autriche. On est allé en Autriche, ça s'est bien passé. On a fait des matchs amicaux contre Francfort, l'OGC Nice et tout. Et j'ai joué, j'ai fait des bons matchs, tu vois. Donc après ça s'est bien passé la première semaine, mais après je me suis adapté vite. Hein. Donc une semaine d'adaptation, et tranquillement tu prends tes aises. Une semaine, le temps de bien voir, techniquement, physiquement, m'adapter aussi à l'exigence. Mais après j'étais bien. Tu nous parlais plutôt de l'importance de ta famille, tes grands frères, ta sœur. Est-ce qu'à Torino, tu as un grand frère un peu qui t'aide? Est-ce que tu as des gens qui te donnent un coup de main pour t'intégrer au groupe, pour te parler de c'est quoi le niveau professionnel de Division 1 en Italie, les exigences du Torino, qui joue un peu le rôle de mentor pour te superviser à ton arrivée? Et est-ce qu'il y a une personne? Moi, j'ai eu de la chance quand j'arrive au Torino. Il y a un petit groupe de Français, tu vois. On est, je crois, 4 Français qui parlent français. Il y avait Wilfried Singo, aujourd'hui il est à Monaco. Kofi Gigi qui était à Nantes. Yann Caramo qui était à Caen, l'Inter et tout. Et puis moi. Donc on était ensemble, tu vois. On se tirait vers le haut, on se donnait des conseils. Ils connaissaient le haut niveau avant moi, donc ils m'ont conseillé, tu vois. Donc j'ai eu de la chance sur ça. J'avais mon petit groupe de Français. J'étais pas trop à l'écart, tu vois. Mon petit groupe de Français, on a bien parlé, puis voilà. Donc ça t'a aidé. Et toi, là-bas, t'es seul, t'arrives là-bas, Torino seul, et tu te fais des... J'arrive seul. Ouais. Là-bas, il y a le petit groupe de Français et les autres coéquipiers aussi, on essaye de se mélanger. Je m'installe seul, puis voilà. Hein. La saison est lancée, tu vois. Mais comment se passe le début de saison? Parce que ce que je voyais un petit peu, première apparition, le 6 août, en Coupe d'Italie. C'est littéralement ton premier match. Je crois que tu as la chance de jouer. Tu peux montrer tes qualités dans littéralement peut-être le top 3 des meilleurs championnats au monde. Bon, on est en coupe ici, mais tout de même. Premier match, c'est quoi les sensations? Premier match, c'était en coupe. Je rentre, comme on disait, je peux jouer plusieurs postes. Je rentre défenseur central droit. Tu vois, et ça se passe bien. On gagnait 2-0 quand je rentre. Ça se passe bien. Il y avait mon frère, mes frères, mon père dans les tribunes. C'était
c'était top, tu vois. C'était top. Et la première partie de saison? Première partie de saison, j'ai pas beaucoup joué, hein. Je suis arrivé après ce match de coupe. J'ai pas beaucoup joué. J'ai pas beaucoup joué et ça m'a, je voyais tu vois, je venais d'arriver, je vois les beaux stades, on va dans les grands stades, les stades ils sont remplis et tout, mais je joue pas, tu vois. Ça me frustrait. Ça me frustrait. J'étais en série C, ça se passait bien, j'ai bien joué. Là, j'arrive en série A, je vois les beaux stades, San Siro et tout se passe bien, mais je joue pas. Donc, le coach, il parle un peu ou pas du tout? Le coach, il me parle, il me dit, j'aime bien ce que tu fais, t'es un bon joueur, mais devant toi, il y a des joueurs confirmés, il y avait Singo, il y avait Aina, aujourd'hui, qui est à Nottingham Forest. Donc, faut faire ta place doucement, quoi. Ouais. C'est ça qu'il me dit. Il me dit, je t'ai vu jouer, c'était là, c'est que tu le mérites et que c'est que je te voulais. Mais devant toi, il y a aussi des bons joueurs, donc faut être patient. Mais tout de même, 11 janvier 2023, 8e de finale de coupe contre l'AC Milan, San Siro, passe décisive. Pas mal, non? Pas mal. Un de tes beaux souvenirs avec Torino? Ouais. Franchement, ouais. On sortira l'extrait pour les gens qui écoutent le podcast en format vidéo. Ouais, faut savoir qu'avant le match, on est en janvier, donc on est en plein mercato. Première partie, comme je t'ai dit, j'ai pas joué. Moi, je vais voir le coach, je lui dis, je vais partir, je veux jouer, tu vois. Je veux jouer, donc à ce moment-là, il y avait des clubs français qui me voulaient. Qui? Je devais aller au Havre. Je devais aller au Havre en Ligue 1, en prêt. Donc le coach, il me dit, ok, je comprends. Juste là, moi, j'ai que Singo sur le banc pour ce match-là. Donc reste pour ce match-là et après je te laisse partir pour aller en prêt, tu vois. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Donc on arrive au match et tout. On prend un carton rouge au bout de 10-15 minutes. Donc je me dis, ah ouais, peut-être que je peux rentrer, tu vois. C'est un défenseur qui prend un carton rouge, peut-être que je peux rentrer. Donc on va en prolongation et tout. Tac, il me fait rentrer. Ce qu'il me dit avant de rentrer, il me dit, ouais, là, on est à 10 contre 11. Il y a 0-0. Je sais que toi, t'es un joueur qui est porté vers l'avant, mais là, t'as Léao sur ton côté, faut défendre, tu vois. Léao. Ouais. Il me dit, faut défendre, monte pas et tout, faut défendre. Première action que j'ai, je monte. Première action que j'ai, je tape un sprint, je demande le ballon, je monte. J'envoie centre, passe D, on marque, hein, on gagne. Première action. Je me suis dit, de toute façon, je vais aller en prêt, prendre du plaisir. T'es à San Siro. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, dans mon quartier, on avait des terrains d'herbe comme ça. Et on les appelait par les noms des stades. Ça veut dire, j'avais un terrain qui s'appelait San Siro. J'avais un terrain qui s'appelait Old Trafford. Et j'avais un autre terrain, c'était le Stade de France, quoi, un truc comme ça, tu vois. Donc, avant le match, j'envoie une photo à mes potes, je leur dis, je suis à San Siro, là. Je suis pas à San Siro du quartier, mais je suis au vrai San Siro, là. Donc, je me dis, t'es à San Siro, prends du plaisir. Je joue, tu vois, fais ton jeu. Première action, je centre, je contrôle, je déborde, centre, but. Wow. Et pendant ce match, je suis obligé de te poser la question, là. Vous gagnez le match. Tu joues contre Raphaël Léao, un joueur qui est, je veux dire, il peut aller vite, il peut aller à droite, il peut aller à gauche, il peut donner mal à la tête à un défenseur. T'as eu l'ascendant parce que vous gagnez le match, mais c'est quoi jouer contre lui? C'est quoi affronter un joueur de ce calibre? Est-ce que ça t'impressionne? Et comment tu t'y prends? Tes souvenirs? C'est un bon joueur, très bon joueur, Raphaël Léao, mais moi, je suis pas le genre de joueur qui va me dire, ah, je joue contre un tel ou quoi, tu vois. Ça m'a rien fait de jouer contre lui, tu vois. C'est un très bon joueur, hein, mais ça m'a rien fait de jouer contre lui. Je savais qu'il était sur mon côté. J'ai vu des vidéos on voit des vidéos comment il attaque, où il peut aller et tout. Donc, on l'a analysé, mais ça m'a pas fait un truc. Moi, je joue contre Raphaël Léao, tu vois, c'est tranquille. Ouais. C'est un joueur ouais, il joue au foot. Il est en Serie A, j'étais en Serie A. Ça m'a. Que le meilleur gars. C'est ça, hein. Et on a gagné. Ils sont meilleurs, mais on a gagné. Et bon, après le match, le coach, il avait accepté de t'envoyer en prêt. Bah, après le match, tout change. Là, tu lui fais cette prestation-là. J'imagine que le levier de négociation change. Tout change. Après le match, je vais revoir le directeur et le coach. Je peux partir. Je bouge plus. Ils me disent non, tu bouges plus. Le président, je me rappelle, après le match, il fait une déclaration. Oui, Brian est prêt pour jouer en Serie A et tout.
Donc, tu me dis non, là, je peux plus partir. Je peux plus partir, donc je vais plus en prêt. Bon, on me dit ça, je m'attends à jouer un peu plus, tu vois. Au final, ouais, pas beaucoup jouer, tu vois. Et t'expliques ça comment? En fait, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai fait cette rentrée-là. Je me rappelle aussi les supporters demandaient à ce que je joue, tu vois. Mais le coach avait ses idées, tu vois. Il avait je sais pas. C'est toujours Singo qui jouait. C'est toujours Singo qui jouait. Donc Singo, il a joué. Première semaine après le match, je pensais qu'il allait jouer. Non. Deuxième semaine, non. Troisième semaine, il me fait jouer. Je fais mon premier match titulaire en Serie A. Ça se passe bien. Je joue 60 minutes. On fait 3-3 contre l'Empoli. On fait 3-3, ça se passe bien. Et après, pareil, hein, je refais 3-4 matchs sur le banc. Je rentre après une quinzaine de minutes, 4-5 matchs sur le banc. C'est compliqué, tu vois, quand t'enchaînes les matchs comme ça sur le banc, on te fait jouer d'un coup. Après, tu repars sur le banc, on te refait jouer, tu peux presque rien montrer. C'est compliqué comme ça, tu vois. Tu peux pas prendre ton rythme. Tu peux pas, hein, c'est impossible. T'as beau t'entraîner comme tu veux, il y a rien qui remplace les matchs. Est-ce que pendant cette deuxième partie de saison, des fois, tu as des réflexions de te dire j'aurais dû forcer le coup pendant le mercato et aller au Havre? C'est sûr. C'est ce que j'aurais dû faire. Ça, c'est sûr et certain. J'aurais dû forcer et aller partir en prêt, ça c'est sûr. Parce que la Ligue 1, c'est un très, très haut calibre. Là. Et t'es peut-être également dans un environnement un peu plus familier en France. Ouais. Non, ça c'est sûr, j'aurais dû... Après, quand on te dit, tu fais ta passe à San Siro, on te dit reste, tu vas jouer et tout, tu te dis, bon, je vais jouer en Serie A quand même. Donc, je me dis, bon, je reste. Là, je leur ai montré que je peux au moins faire quelques matchs, tu vois. Ouais. Et bon, pour gagner du temps de jeu, à la fin de saison, j'imagine avec ton agent, ta famille, les gens près de toi, là, c'est clair, il faut que tu bouges. Ascoli, en série B, une opportunité qui s'ouvre. Est-ce que c'est la seule? Non, après, j'avais plusieurs clubs de série B, mais c'était pratiquement que en Italie, hein, cette période-là. J'ai fait mon petit trou un peu en Italie. Donc, ouais, l'Italie, je vais en série B à Ascoli pour jouer. Ça se passe plutôt bien la première partie de saison. Je joue tous les matchs. Et qu'est-ce que Torino te dit avant le prêt? Parce que on s'entend, si on prête un joueur, à un certain point, on veut qu'il ait gagné de la confiance dans un club, qu'il soit capable de s'épanouir, revenir plus fort pour la suite. Est-ce qu'on a des discussions franches envers toi, envers les attentes, envers le type d'aptitude qu'on aimerait voir améliorer dans ton jeu? Est-ce qu'il y a un cadre précis qui est dessiné? En fait, Torino, en m'envoyant en prêt, ils me disent, va jouer. Tu vas en série B, t'as jamais connu la série B, va jouer en série B. Après, tu reviens en série A, tu reviens jouer avec nous, tu vois. Donc, je vais dans l'optique de partir, gagner du temps de jeu, montrer que je suis un joueur de série A et après, revenir, tu vois. Donc, ça se passe bien. La première saison, comme je t'ai dit, je joue. Première saison, je joue tous les matchs, ça se passe bien. En janvier, il y a la CAN. Je vais à la Coupe d'Afrique. Je fais la Coupe d'Afrique. Parle-nous un peu de ça. Ouais. Je veux dire, c'est quelque chose, la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Finalement, ça a été gagné par la Côte d'Ivoire, mais tu as joué, là. Et il y a des matchs que tu as joué. Je pense que tu t'es même rendu, si je me trompe pas, c'est la petite finale pour la troisième position. Tu as joué ce match-là. Parle-nous peut-être au final de cette saison. Tu joues la première partie de saison, tu fais la CAN. J'imagine que toi, dans ta tête, en tant que joueur, tu dois te dire, bon, ça y est. Là. Ouais. Ah, franchement, je fais la première saison, je suis appelé pour la CAN, je suis content, j'y vais à la CAN, ça se passe très bien, tout se passe bien. La CAN, c'était incroyable, tu vois. C'est une compétition incroyable. Incroyable. Côte d'Ivoire était super bien organisé, il y avait des top joueurs, des top équipes. Franchement, c'était du haut niveau, tu vois. Parle-nous un peu de la différence entre la Coupe d'Afrique des Nations en termes de volume de jeu, style de jeu. Donc, essentiellement, le style de jeu africain avec le style de jeu italien.
On s'entend, c'est très différent. J'aurais tendance même à croire que c'est beaucoup plus physique pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont les différences claires pour les gens qui nous écoutent pour qu'on puisse bien comprendre quel type de foot il va y avoir dans la CAN comparativement à ce que tu as en Italie? En Italie, ça va être très, très tactique. Tu vois, on va beaucoup se baser sur la tactique. C'est au centimètre près en Italie, tu vois. Ouais. Si t'es pas bien positionné au centimètre près, ça passe pas, tu vois. L'Italie, c'est très, très tactique. Et le football à la CAN, le football africain, c'était plus technique, plus physique, sur la vitesse, tu vois. Le football africain, c'est beaucoup développé, tu vois. Maintenant, toutes les équipes sont très, très bien préparées, tu vois. Très, très bien préparées. Donc, c'était une CAN vraiment je sais pas si t'as pu regarder, mais de très, très haut niveau. Ah, c'était du haut niveau. C'était du haut niveau, tu vois. Ouais, Tout était très bien préparé. Et je veux dire, parle-nous peut-être un petit peu de cette petite finale-là que vous jouez pour finalement obtenir la 3e position. Bon, ça se passe pas comme prévu, là, vous finissez 4e, mais tout de même, tu débutes le match. Ouais, je débute le match, je finis le match. On joue contre l'Afrique du Sud, une top nation, des bons joueurs. On fait un bon match. On fait un très bon match même. On a beaucoup d'occasions. Malheureusement, on les met pas au fond. Ça va au penalty et penalty, voilà. Soit tu marques, soit tu rates, c'est le foot. Il ou face. C'est ça. Est-ce que tu as des anecdotes pour nous pour la Coupe d'Afrique des Nations? Je veux dire, il y a des grands joueurs qui ont joué cette compétition. Les stades étaient pleins. Ouais. C'était assez impressionnant. Bon, je sais que c'est pas ton pays, mais la Côte d'Ivoire qui gagne, qui n'était pas nécessairement supposée se retrouver là et gagner le tournoi à la fin. Il y a eu beaucoup de choses assez surprenantes pendant cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Des anecdotes que toi t'as vécues ou que t'as vues? Non, franchement, d'anecdotes comme ça, il y en a eu plein, tu vois. Mais moi, je sais qu'il y avait ma mère et ma sœur qui étaient là, qui étaient présentes sur presque toute la compétition. Donc, ça allait voir presque tous les matchs. Et je me rappelle, ils me disaient, ils sont allés voir la Côte d'Ivoire quand ils ont perdu, je sais plus, 4-0 ou quoi. Ils me disaient, le premier match, ouais. Ils me disaient, c'était le chaos complet dans le stade. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que la Côte d'Ivoire perd, je crois, ce premier match. Les espoirs sont complètement anéantis pour le pays au complet. Et finalement, ils se retrouvent, ils gagnent la compétition. Ils ont changé, je crois, d'entraîneur après le premier match. C'est un truc de fou, là, ce qui se déroulait. C'est le football, ça tout peut aller vite. Et je me rappelle, ils perdent leurs 2 premiers matchs, ils changent de coach et tout. C'est le chaos dans le pays, ils se font insulter et tout. Après, tac. C'est le football, ça va vite. Et au final, c'est eux qui gagnent, hein. C'est eux qui gagnent, effectivement. Ça n'avait quasiment aucun sens d'un point de vue externe de regarder tout ça. Plus haut niveau que tu as joué? Ouais. Parce qu'après, le niveau international, ça, je pense que émotionnellement et mentalement, ça rajoute quelque chose, tu vois, que de jouer en Serie A, tu vois. Quand tu joues pour le club, ouais, t'es concentré parce que c'est ta carrière, c'est ton club. Et quand tu joues pour un pays, c'est autre chose, c'est différent, tu vois. Donc, émotionnellement et mentalement, ça te rajoute une forme de pression. Et du coup, c'est plus dur il y en a qui gèrent pas la pression, il y en a qui gèrent plutôt bien. Et du coup, c'est plus dur, tu vois. Et après cette Coupe d'Afrique des Nations, j'imagine, tu dois bien te sentir, tu dois avoir de la confiance. Tu viens de jouer une finale de bronze. Tu retournes à Ascoli avec quel type d'ambition pour la deuxième partie de saison? Bah, vu qu'on est allé jusqu'au bout de la compétition, parce qu'on a joué la petite finale, tu vois, c'était genre la veille de la grande finale, donc on a le bout de la compétition. J'ai raté peut-être 2 mois de compétition. Effectivement, il faut le mentionner pour les gens qui nous écoutent, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause dans les championnats européens pendant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça, il n'y a pas de coupure, tu vois, et ça c'est dommage. Parce que pour l'Euro, il y a une coupure, tu vois. Et... Mais ils voulaient le faire cette année. Ils voulaient que la compétition ait lieu pendant l'été parce qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations qui arrive cet été, mais finalement, à cause de la Coupe du monde des clubs, qui s'est repoussée finalement à plus tard dans l'année. Ouais. Donc, ouais, je rate 2 mois de compétition et je dois retourner à Ascoli. Et pendant la compétition, je me rappelle à Ascoli, j'avais un président assez spécial, il était beaucoup sur les réseaux sociaux et tout, tu vois. Donc, je mets une story de comme quoi on va jouer et tout, pour la petite finale. Et il me répond à ma story, il me dit rentre vite à Ascoli, tu vois. Le club t'a dit ça? Le président il est beaucoup sur les réseaux, comme je te dis, il est sur Instagram et tout. Il me dit rentre vite à Ascoli, on a besoin de toi et tout, parce que le club était joué le match et tout. Et moi je vois la story, mais je réponds pas, tu vois.
je me concentrais sur mon match, donc j'ai oublié, j'ai même pas répondu, tu vois. Et dès que je repars à Scoli, le président il me dit ouais, tu nous as abandonnés, t'es parti à la CAN et tout. Maintenant on est dans une situation compliquée et tout. Donc je reviens à Scoli, je joue plus. Je joue tous les matchs, je reviens à Scoli après la CAN, je joue plus. C'était comme une vengeance. Je sais pas, mais je joue plus. On change de coach et je joue plus. Voilà. Donc là, c'est quelque chose un peu que tu avais pu vivre d'une certaine manière auparavant. Ouais. Tu as peut-être un peu plus d'expérience. Est-ce que tu abordes le tout de manière différente? Est-ce que tu as plus de communication ouverte avec le coach? Comment tu fais pour sortir un petit peu de cette situation? Ben moi, je parle avec, dès que j'arrive, je parle avec le nouveau coach, parce qu'il y avait un nouveau coach. Je parle avec lui, je dis, bah, moi, j'étais à la Coupe d'Afrique et tout. Maintenant, je viens de rentrer. Peut-être qu'il me faudra une semaine ou deux pour me remettre, mais je suis prêt, je peux jouer, tu vois. Et le coach, il me dit clairement, non, le président, il m'a dit que je dois pas te faire jouer. À cause que peut-être tu ne lui as pas répondu à ta story. Peut-être que je l'ai pas répondu ou quoi, mais il m'a dit non, tu dois pas. Le président, il m'a dit clairement, tu ne dois pas jouer. Voilà. Est-ce que c'est peut-être également cette dynamique de prêt? Peut-être. C'est ça que je me dis aussi, c'est que comme j'appartiens pas au club, ils se disent, bah, on va valoriser un joueur qui n'est pas le nôtre. On n'a pas d'intérêt. Peut-être c'est ça, je sais pas. C'est le côté un peu pervers d'un prêt. C'est que même si tu as un grand impact, pardonne-moi, sur l'équipe, sachant que le club ne te possède pas, entre guillemets, on va toujours vouloir préférer, peut-être mettre de l'avant des joueurs avec qui qu'on peut vraiment avoir un futur. Ouais, peut-être que c'était ça, tu vois, je sais pas. Mais je suis rentré de la CAN et j'ai plus joué. J'ai fait quoi? Peut-être une ou deux rentrées. Après, je me suis reblessé. Ouais. Donc, c'était saison finie. Après cette saison en prêt à Ascoli, qui s'est déroulée en 2 temps, on peut le dire ainsi, peut-être même en 3 temps si on inclut la CAN au milieu. C'est la fin de ton prêt, tu retournes à Torino. On se rappelle, l'année auparavant, quand ils t'ont envoyé en prêt, ils t'ont spécifiquement dit, prends du temps de jeu en série B, prends confiance pour rapidement revenir en série A. Mais c'est les mêmes dirigeants qui, 1 an auparavant, après un match de haut calibre que tu joues à San Siro, où est-ce que tu fais une passe décisive, ils te promettent, entre guillemets, de jouer beaucoup de matchs pour la deuxième partie de saison, chose qui malheureusement n'est pas arrivée. Est-ce que tu commences des fois peut-être à douter de ce qu'ils te disent? Est-ce que tu es capable d'en prendre et d'en laisser dans les promesses qu'ils vont te faire? Voilà, tu commences à douter, hein. Tu commences à plus les croire, tu commences à dire que, bon, faut que je pense à moi, tu vois. Donc, je fais la préparation avec Torino, ça se passe bien. Il y a un nouveau coach qui arrive. Été 2024 ici. Ouais. Nouveau coach qui arrive au Torino. Donc, je me dis, bah, nouveau coach, nouvelle chance, tu vois, tout est relancé. Et le coach me connaissait parce que c'était un coach de série B. Il était à Venezia, j'avais joué contre lui, tu vois. Donc, il me connaissait bien, j'avais joué contre lui et tout. Donc, je me dis peut-être que il va kiffer, il va dire non, tu restes, tu vois. Moi, je parle avec le coach, il me dit, ouais, non, t'es un bon joueur, je te connaissais, j'aime ce que tu fais, entraîne-toi et on verra, tu vois, si tu dois jouer, tu joueras. Je me dis très bien, je m'entraîne, je fais la prépa, les matchs amicaux et tout, ça se passe bien. Le directeur sportif du Torino vient me voir un jour, il me dit, écoute, on a eu une opportunité, on peut prendre un joueur de l'Ajax en prêt, donc il faut que tu bouges, tu vois. Il me dit ça, moi je lui dis, écoute, ok, y a pas de souci. S'il voulait que je bouge, bah, comme moi j'aurais trouvé mon projet, le projet qui m'intéresse, c'est ce que, genre, là où je vais aller, bah, je partirai, tu vois, y a pas de problème. Et est-ce que, à ce moment précis, ton agent et ton équipe, vous avez des contacts, des pistes avec d'autres clubs en Europe? Ouais, ça parle un peu partout, tu vois. Ça cherche des clubs un peu partout. Pareil, il se pose la question, il a bien joué la première partie de saison, il a fait la CAN. Pourquoi il a pas joué la deuxième partie de saison? Donc, faut expliquer et tout, c'est compliqué. Et voilà. Après, le directeur sportif de Torino, il revient me voir quelques jours après. Il me dit, regarde, j'ai 2 clubs pour toi. J'ai tel club. Choisis entre ces 2 clubs-là. Si tu n'y vas pas, je t'entraîne plus avec le groupe et je te mets à la cave. Il faut que tu bouges, en. Et c'est pas, de ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai vu l'interview que tu avais donnée ici, selon toi, ce ne sont pas les meilleurs projets, footballistiquement parlant, pour t'épanouir à l'aube de tes 24 ans? Ouais, c'est pas ce que je voulais
à ce moment-là. Et surtout, je me suis senti forcé un peu. Le directeur, il vient me voir, il me dit choisis, sinon une sorte de pression, tu vois. Donc j'ai refusé. Alors avant d'être footballeur, je suis un homme, comme j'ai dit. Ça veut dire tu peux pas venir me voir et me mettre une pression, choisis et comme si j'étais un enfant, tu vois. Je suis jeune, mais je suis pas un enfant. Donc j'ai refusé. J'ai dit non, c'est pas toi qui vas me dire où est-ce que je dois aller, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu prends comme décision? Parce que là, on te dit littéralement, si tu ne bouges pas à un de ces deux clubs-là, tu ne peux plus t'entraîner avec l'équipe. Donc, finalement, de ce que je comprends, c'est que tu as accepté de ne pas t'entraîner avec l'équipe. Ouais, donc à partir du mois d'août, on revient du stage, je m'entraîne plus avec les groupes. Genre l'équipe a rendez-vous à 10h pour l'entraînement, moi j'ai rendez-vous à 15h. J'ai rendez-vous à 15h, je m'entraîne tout seul. Avec le préparateur du club, tu vois, parce qu'ils peuvent pas me laisser m'entraîner tout seul, donc je m'entraîne avec le préparateur du club, il y a un kiné aussi. Je m'entraîne, je fais ma séance, je rentre chez moi, tu vois. Comment t'as vécu ce moment-là? Parce que tu l'as mentionné, le foot, c'est très mental. Là, on vient tester ton mental comme pas possible. J'imagine que t'as énormément de réflexions qui te viennent par la tête. Ta famille doit également se poser des questions. Ton agent doit être au téléphone à longueur de journée pour essayer de te trouver une porte de sortie. Cette première partie d'année 2024, ou plutôt cette fin d'année 2024, première partie de saison 2024-2025, tu aurais à la décrire. Qu'est-ce qui te viendra en tête? Franchement, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué. Je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs de foot qui pourraient résister à ça pendant 6 mois, comme je l'ai fait, tu vois. On t'adresse pas la parole. Je vois même pas mes coéquipiers, pour te dire. Eux, ils s'entraînent à 10h, moi, je m'entraîne à 15h. Donc, je viens, je m'entraîne tout seul, je repars. Donc, franchement, en s'entraînant tout seul, tu fais quoi? Tu cours, tu touches un peu du ballon, mais tout seul, tu vois. Donc tu perds ton rythme. Tu perds tout, tu perds le rythme, au niveau des muscles, tu perds tout. T'as pas les appuis que tu peux avoir quand tu fais une opposition ou une conservation de balle ou quoi, tu vois. Donc tu perds tout. Tu perds tout. Mais après, comme je t'ai dit, Dieu merci, mentalement, je suis bien, tu vois. Donc, j'ai pas lâché. Je me suis dit, bon, c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est que ça doit arriver. Il y a pas de problème, tu vois. Donc, j'ai accepté. Voilà, je suis allé à la guerre, hein. Et bon, le mercato arrive. Et finalement, il y a un projet foot. Est-ce que ce projet foot se met en place que dans le mercato ou quelques mois avant l'arrivée du marché des transferts? Déjà, les dirigeants, les coachs viennent te voir avec des portes de sortie, des pistes de solutions, peut-être même ton agent. C'est à quel moment précis pendant ce début de saison, littéralement le début de saison de cette année, cette ouverture se fait avec le club en Serbie? En fait, le mercato, ça se prépare, tu vois. Donc, moi, je suis dans cette situation depuis mois d'août dernier. Donc, à partir de septembre, octobre, les clubs commencent à parler et tout et tout. Donc, j'avais plusieurs possibilités, notamment en France, au Portugal. Mais le seul problème, c'est que j'avais pas joué pendant 6 mois. Tu vois. Non seulement j'avais pas joué, mais je m'entraînais pas avec un groupe pendant 6 mois. Et ça, les clubs le savaient, tu vois. Donc forcément, ça les freine un peu. On sait pas comment physiquement il est. On sait pas si il a toujours le même niveau. On sait pas, tu vois, ils savent pas. Ils sont un peu dans l'inconnu, tu vois. Donc ça freinait un peu les clubs. Ce que je peux comprendre, c'est normal, tu vois. Un joueur qui joue pas pendant 6 mois, tu sais pas ce qu'il fait. Donc je comprenais les clubs et au final, j'ai eu l'opportunité de la Serbie, un peu comme on va dire dernier choix, tu vois. Et j'ai foncé, hein. Je suis parti retrouver du temps de jeu, retrouver du plaisir à jouer. Parce que 6 mois où tu joues pas, franchement, au niveau du plaisir du foot, là, t'as plus du tout envie de jouer, tu vois. Ouais. Quand tu joues pas pendant 6 mois, c'est compliqué. Ça t'a affecté? Ouais, un peu, hein, quand même, hein. Quand même. C'est pas facile. Mais comme je t'ai dit, Dieu merci, encore une fois, j'ai un bon mental. Et je crois beaucoup en Dieu, tu vois, je prie beaucoup. Et je sais que rien n'arrive par hasard. Il n'y a pas d'hasard dans la vie, tu vois. Si ça devait se passer comme ça, c'est que c'était mon destin, c'était comme ça. Donc, j'ai su accepter et j'ai avancé, il n'y a pas de problème. Et parlons un peu du niveau de jeu là-bas à Belgrade, en Serbie.
Est-ce que c'est au-delà de tes attentes, un peu en bas de tes attentes, le groupe, comment l'esprit de groupe se met en place? Franchement, j'ai été surpris du niveau en Serbie comme c'est un bon championnat. Il y a 2 tops équipes. Il y a l'Étoile Rouge de Belgrade qui est une très bonne équipe. Et je vais contrer, franchement, il y a des bons joueurs. Il y a le Partizan aussi qui est une top équipe. Après, il y a des équipes un peu en dessous, tu vois, c'est les 2 top équipes. Mais c'est un championnat assez physique. Il y a des bons joueurs. Donc j'étais surpris du niveau quand je suis arrivé. Ça faisait 6 mois que j'avais pas joué. Donc le premier match, au bout de 45 minutes, je suis sorti fatigué, complètement fatigué. Parce que quand même, ça reste un bon championnat, tu vois. Ben oui, puis en plus, on les voit jouer, les stades ont l'air... Ils sont pleins. Les stades sont pleins, les supporters ont l'air intenses. Ouais. Je pense que le mot est faible ici. On les a vus jouer en Champions League cette année, même d'ailleurs, l'Étoile Rouge de Belgrade, le club que tu mentionnais précédemment. Là-bas, on te fait confiance? On te fait jouer? Ouais. J'arrive, le club me voulait, le coach me voulait. Après, j'arrive, forcément, 6 mois où je joue pas. J'arrive, le premier match, on me met directement en titulaire. C'est compliqué, tu vois. Pendant 6 mois, tu joues pas, faut s'attendre à ce que je mette 2-3 passes D ou quoi, tu vois. Donc, après, moi, je joue pas, je joue. Pendant que je joue, ça se passe, moyennement, tu vois. Très fatigué au bout de quelques minutes. Après, j'ai su m'adapter, tu vois. J'ai su m'adapter, on a aussi changé de coach. J'ai su m'adapter, puis j'ai enchaîné, quoi, 10 matchs. Et là, il y a une petite blessure qui nous a arrêtés, mais au moins, j'ai pu enchaîner les matchs. C'était la raison pour laquelle on était venu en Serbie, tu vois. Enchaîner quelques matchs et après repartir. Tu prends du plaisir en ce moment? Là, j'ai rejoué, là. J'ai pu redéborder, centrer, redribbler, ce que j'aimais faire, tu vois. Ça se passe mieux. Ouais. Là, ça se passe mieux, et puis la blessure, c'est pas grave. Non, la blessure, c'est pas grave. Je me soigne et j'ai hâte de revenir sur le terrain. Et Belgrade, c'est comment? Belgrade, c'est une belle ville, hein. C'est une belle ville. Moi, je suis à 1 heure de Belgrade. C'est une belle ville. Franchement, j'ai aimé. Donc, pas trop dépaysé là-bas. Après, avec la langue, c'était forcément très différent. Mais ça va, tout le monde parle anglais. Je me débrouille un peu en anglais, donc ça va. Bon, la question que je suis obligé de te poser, là. On arrive à la fin de saison, on enregistre le podcast mi-mai 2025. Donc, c'est les derniers matchs pour à peu près tous les championnats européens dans les prochaines semaines. S'enchaîne ensuite le mercato estival. Un mercato qui, à mon avis, va être assez important pour toi, avec tout ce qui s'est passé avec Torino dans le passé. Le futur, c'est quoi qui t'attend? Je vais essayer de te répondre pas comme si tu étais un journaliste, mais franchement, je sais pas tout peut se passer, tu vois. Là, il y aura un retour au Torino forcément parce que je suis en prêt, mais je sais pas si c'est pour y rester. J'ai besoin de jouer. On va voir les différents projets qui vont se présenter à moi. Là, j'ai rejoué, donc ça fait du bien. Et on laisse tout entre les mains de Dieu. Hein, on va voir. Hein. On va voir ce qui se passe. Torino a maintenu des discussions avec toi dans les dernières semaines, les derniers mois, pas du tout? Ouais, quelques messages pour savoir comment ça va. Mais rien de bien particulier sur le futur ou quoi, tu vois. Donc, tu sais pas trop quoi t'attends. T'auras pas de news aujourd'hui. Aïe. Je sais pas, tu vois. On verra. On verra bien. On verra. On va espérer que tout se déroule pour le mieux et que tu continues à retrouver du plaisir dans le foot. Tu regardes un peu le foot? Bien sûr. Qui en ce moment capte ton attention? Il y a eu des gros matchs de foot récemment en Champions League. Il y a des joueurs cette année qui ont pris un ascendant assez exceptionnel. T'es défenseur latéral droit. Ouais. À certains moments, des fois t'es piston. Dis-moi, l'ailier en ce moment contre qui tu ne veux pas jouer un match de ce que tu vois quand tu regardes un peu la télé. Qui te vient en tête? En vrai, je vais jouer contre tout le monde. Hein. Ouais, je vais jouer contre tout le monde. Après, je pense celui où ça va être le plus difficile en ce moment, vu sa confiance, vu comment il est, ça va être Yamal. Hein. Parce que pour son jeune âge, ce qu'il fait là, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu as vu les matchs récemment? Ouais, non, c'est fort. C'est fort ce qu'il fait. C'est fort. Moi, je vois la même qualité que Lionel Messi. Hein. Un si jeune âge, 17 ans. C'est très fort ce qu'il fait. Ouais. Donc lui, peut-être que ça peut être difficile, tu vois.
Ça peut être difficile. Après, un ou deux tampons, après, on verra. On verra s'il va revenir, tu vois. Ouais, définitivement. Un milieu de terrain en ce moment avec qui si t'étais coach ou bâtisseur d'un club, un milieu que t'aimerais bâtir ton club autour de, est-ce que tu choisirais un Rodri, un Busquets, dans son meilleur niveau, un Pedri peut-être même cette année? Moi, milieu de terrain, franchement, Paul Pogba. Hein. Paul Pogba. Ouais, Paul Pogba, c'est... On représente le quartier. Il va aller où, le Paul? Franchement, je sais pas du tout. Je parlais un peu avec lui lorsque j'étais au Torino, parce que lui, il était à la Juve, tu vois. Donc, on était dans la même ville. On s'est vu, on s'est parlé et tout. Mais là, aujourd'hui, je sais pas où est-ce qu'il va aller, tu vois. Je sais que là, maintenant, il peut rejouer. J'espère que il va retrouver un top club et qu'il va, tu vois. Mais ouais, milieu de terrain, Paul Pogba. Qui encore que j'aime bien au milieu de terrain? Et il y a Touré à l'époque, j'aimais bien. Très fort. Très fort. Voilà. Derrière, quel joueur t'as regardé en grandissant qui t'a impacté un peu à ton poste? À mon poste, même si je joue à gauche, j'ai beaucoup regardé Marcelo, qui est au Real. Parce que c'était mon style enfin, je voulais jouer comme ça, tu vois. Plus vers l'avant et tout, c'était... Un défenseur gauche qui en est pas un. Ouais, c'était Marcelo, j'ai beaucoup regardé. Dani Alves aussi. Et voilà, c'était les latéraux dont je m'inspirais. Hein. Je regardais, j'allais sur YouTube, highlight Marcelo, highlight Dani Alves, et je regardais, hein, je me posais dessus. Ouais, c'est des bons exemples à regarder. Et peut-être, pour conclure un peu tout ça, qu'un joueur qui a eu un parcours tumultueux, je pense que le mot est faible ici, je veux dire, entre la série C, entre les enjeux avec Troyes, ce qui s'est déroulé avec Torino, t'as fait preuve définitivement de résilience, de persévérance. Il y a des jeunes qui vont écouter le podcast, des moins jeunes également qui vont écouter le podcast. C'est quoi les conseils qui viennent en tête que tu voudrais donner aux jeunes joueurs qui aspirent à une carrière professionnelle qui, on leur souhaite pas, mais pourraient avoir un parcours tumultueux également? Déjà, leur dire que le football, c'est pas pour tout le monde. Ah. Ils se mettent dans la tête que c'est pas pour tout le monde, le football. T'es pas un grand fan du projet Mbappé, toi? Non. Alors là, pas du tout. C'est, pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est une folie de faire ça. Parce que tu détruis un jeune. Le football, franchement, faut être fort mentalement. Si t'es pas fort mentalement pour le foot, bah, tu peux détruire ta vie. Moi, je connais des joueurs qui étaient avec moi en centre de formation, qui est arrivé avant moi. Genre, ils étaient arrivés au centre de formation à 13 ans, 14 ans. Ils me disent, bah, j'ai détruit ma jeunesse. J'ai pensé que foot. Au final, aujourd'hui, je joue peut-être en R1, en National 3 ou quoi. Et j'ai détruit ma jeunesse et j'ai rien fait dans ma jeunesse. J'ai pensé que foot, tu vois. Donc non, pour moi, faut laisser les jeunes jouer, faut les laisser tant qu'ils kiffent, qu'ils prennent du plaisir. Après, c'est une question de destinée. Comme je dis, si tu dois finir professionnel, tu finiras professionnel, de toute façon, dans tous les cas. Si tu dois pas finir, tu finiras pas professionnel. Mais les trucs que je vois maintenant, parce que moi, j'ai des amis à moi proches qui sont coachs chez les jeunes. Donc, ils me racontent un peu ce qui se passe avec les parents, les projets Mbappé et tout. Mais qu'est-ce qui s'est déroulé, il me semble? C'était, bon, bien entendu, j'ai pas une vision claire de tout ce qui a pu se dérouler avec les parents dans les 10, 15 dernières années, mais c'est nous, un peu cette pression, cette envie, à tout prix de voir son fils ou sa fille devenir professionnel. Quasiment un peu si on était capable de projeter notre vie à l'intérieur de notre enfant. C'est nouveau, ça. C'est clairement nouveau, parce que moi, je me rappelle à l'époque, je disais à mon père, personnellement, il faisait du foot, mais il m'a jamais mis de pression. Et il me disait, ouais, mon rêve, moi, c'était de jouer au Paris Saint-Germain. Mais il m'a jamais dit, mon fils, faut que tu joues au Paris Saint-Germain, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses jamais, tu vois. Il me donnait des conseils comme chaque parent. Mais j'ai pas de pression. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, de ce que j'entends, parce que moi, je suis pas autour des terrains chez les jeunes, tu vois. Mais de ce que mes amis racontent ou ce que je vois, bah, les petits subissent des pressions, genre, à 7 ans, à 8 ans. C'est dangereux. C'est une folie. Wow. Alors que le foot, c'est pas tout le monde qui a la carrière de Cristiano ou de Messi, hein. Donc, numéro 1, le foot, c'est pas pour tout le monde. Autre chose qui vient en tête. Numéro 1, le foot, c'est pas pour tout le monde. Numéro 2, si tu veux vraiment faire ça, bah, faut bosser.
Et numéro 3, la plus importante, prendre du plaisir. Si tu prends du plaisir, tu vas être bon. Si tu prends du plaisir, tu vas être heureux dans ta vie. Et tu vas avancer, tu vois. Ça, je conseille. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? La santé, c'est important. Avoir une bonne santé, de continuer à pouvoir jouer, à progresser, à pouvoir enchaîner des performances cohérentes et solides, tu vois. Et après, le reste, ça viendra tout seul. On va sortir le podcast assez rapidement parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'actualités autour de toi dans les prochaines semaines. Donc, on va voir où est-ce que tout ça t'amène pour la saison 2025-2026. Brian, merci d'avoir pris du temps aujourd'hui avec moi. On a finalement été capable de se faire cet entretien. Très heureux d'avoir pris du temps avec toi sur Paris. C'est à toi. On va suivre le parcours de près. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire de foot.